Donc ça s'appelle chapitre 8. Changement d'état. Alors vous êtes tous familiers avec le fait que quand on a un corps pur, genre de l'eau, cette eau on peut la trouver sous différentes phases. C'est quoi les 3 phases sous lesquelles on trouve l'eau? Allez-y. Les 3 phases sous lesquelles on trouve l'eau. Liquide, solide et gaz. Liquide, c'est ce qu'on appelle vraiment l'eau en fait, c'est solide, la glace. Et le troisième, gazeux. Si, alors effectivement, les états, il y en a plein d'autres que ça. Ça, c'est un corps pur dans des conditions ordinaires. Après, effectivement, on pourrait ajouter plasma. Je ne vais pas trop en parler, enfin, je ne vais même pas en parler plus que ça, mais tu sais ce que c'est un plasma? Ouais, ce serait de l'hydrogène à très haute température. Oui. Comme pour produire, comme dans les réacteurs de fusion. Oui, c'est vrai. Donc, et qu'est-ce que cet état a de particulier? Ce qui produit énormément de chaleur. Ouais, mais il y a quelque chose au niveau disons, microscopique vraiment qui caractérise un plasma. Il n'y a pas une histoire de dislocation oui. Pas des atomes, mais... Si, c'est ça. C'est les atomes. Alors, les atomes, c'est fait de noyaux avec des électrons qui sont autour. Si on chauffe suffisamment un corps, les électrons sont long des noyaux. En fait, il y a une séparation des charges positives et négatives. Alors, ça ne marcherait pas pour l'eau, hein, je vous demande l'eau, parce que l'eau, si on la chauffe, avant que les électrons s'en aillent des noyaux, les noyaux se séparent les uns les autres déjà, donc ça serait plus de l'eau. Mais pour effectivement, tu disais de l'hydrogène, des états purement atomiques, effectivement, ça sera un état possible. J'en parlerai après, il y en a vraiment beaucoup des états possibles. Mais bon, juste une première approche, on connaît ces 3 états-là, et vous savez qu'on peut passer d'un état à l'autre en changeant par exemple la température, mais pas seulement, en changeant la pression aussi, on peut passer d'un état à l'autre. Alors juste du vocabulaire pour commencer. Comment est-ce qu'on appelle? Écrivez-vous sur votre feuille le nom des 6 transitions entre les différents états. Comment s'appelle le passage de liquide à gaz, de gaz à liquide? Pareil pour les 2 autres couples d'états. Allez-y, vous avez à peu près 22 secondes. Effectivement, quand on va de là à là, ça peut s'appeler la solidification. Ah, c'est tellement connu. Et de là à là, alors vous avez mis, il y en a qui ont mis liquéfaction, d'autres fusion. Donc les deux effectivement termes sont corrects. Le terme le plus courant, je pense, c'est quand même fusion. Il est un solide fond. Je passe à l'état. Bon. De solide à gaz. Sublimation. Sublimation. Et de gaz à solide. Alors celui-là, il n'y a pas de mot, disons, spécifique au passage de gaz à solide. En fait, on emploie aussi le mot solidification. C'est juste que c'est à partir d'un truc là. Mais si vous voulez inventer un mot et puis le soumettre à l'Académie française et à l'Académie des sciences, c'est solidification. Entre liquide et gaz. Évaporation. Évaporation. Je donne ça. Évaporation. C'est pas ça en fait. Évaporation, c'est un autre phénomène. Et l'erreur est vraiment courante, hein, même dans la vie de tous les jours. Quand on Angleterre. Ça, je le mets de côté, c'est pas ça. Vaporisation. C'est plutôt vaporisation. Ça s'accompagne en général d'une ébullition. Mais ça, on verra ce phénomène-là aussi. Ça, je le mets là pour m'en rappeler. Et de l'autre côté, gaz à liquide. Condensation. Alors c'est aussi une condensation, oui c'est vrai. Alors condensation, ça irait aussi de gaz à solide. Condensation, c'est quand on passe à une phase plus condensée. Donc effectivement, c'est une condensation et celle-là, on l'appelle liquéfaction.
Et effectivement, je vais l'écrire ici. Les condensations, là-dedans, on en a deux. Hein. Le passage de liquide à solide et le passage de gaz à solide et gaz à liquide. C'est rarement employé pour ça, mais pour gaz solide et gaz liquide, ce sont des condensations. Bon. Donc ça, vous l'avez fait l'an dernier, on l'a refait un petit coup là. Vous le saurez pour l'an prochain. Si un jour on vous demande. Bon. Alors, le but de ce chapitre, c'est effectivement d'étudier les caractéristiques thermodynamiques des différents passages qui sont ici. Tiens, est-ce que vous pouvez me dire des trucs intelligents sur ça? De quoi on va parler à votre avis? Qu'est-ce qu'il y a de remarquable dans les transitions comme ça, les changements d'état, le passage d'un état à un autre? Ça peut faire un cycle. C'est une disposition entre la chaleur qui est... Allez-y, parlez tous en même temps, j'y arrive. La chaleur qui est dégagée. Alors, quoi, là... Ou au contraire. Ah, d'accord, il y a de la chaleur qui est dégagée pendant un changement d'état, d'accord, c'est une bonne remarque. Tu disais quoi? Moi, je disais que ça changeait la disposition des molécules. Oui, c'est une bonne remarque aussi. Ça peut faire un cycle. Ok. Non, j'allais dire, c'est moins bonne remarque, j'en sais rien. Comment ça peut faire un cycle? Je sais pas, par exemple, si on a un état solide et gazeux et qu'on a des données liquides, on peut passer du solide à liquide, puis liquide et gazeux. Oui, d'accord, ça c'est vrai. D'autres remarques? Il y a un truc que j'ai envie de vous faire dire. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable quand, par exemple, vous avez une casserole d'eau et que vous la faites chauffer pour faire évaporer l'eau qui se trouve dedans? Ah, c'est à une température spéciale. Voilà, ça se fait à une température spéciale. Effectivement, la température est constante pendant pas mal de changements d'état, en particulier ceux qui sont indiqués là. Donc c'est ce qu'on appelle des paliers, hein, par exemple d'évaporation ou de vaporisation. Si on est en train d'évaporer un liquide pour donner un gaz, ça se fait à température constante. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir ici, qu'on va revoir. Ça, vous avez vu en chimie, un chapitre sur ça normalement. Ouais. Non? Oui? Vite fait aussi? Vite fait. Okay. Chimie, Ok. C'est l'étymologie, non? Chimie, ça veut faire de chymos, qui veut dire vite fait en grec? C'est pas faux. Pas du tout, hein. On enlèvera ça parce que c'est... Alors, on va commencer par étudier ce qu'on appelle les systèmes ouverts. Vous vous rappelez ce qu'on appelle un système ouvert? Son volume peut changer. Non, ça, un système peut être fermé, mais son échange de la matière avec l'extérieur. Voilà, il y a échange de matière éventuellement avec l'extérieur, c'est-à-dire que le nombre les constituants du système peuvent changer, peuvent évoluer. Et une autre manière de dire ça, c'est que le nombre de particules, le nombre de moles dans le système est variable. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces systèmes? On va s'intéresser ici au système ouvert, alors que je vous dis qu'on va s'intéresser au changement d'état. Quand on a un changement d'état, par exemple, on a de l'eau qui est en train de s'évaporer ou de se vaporiser. Donc on a de l'eau liquide et de l'eau gazeuse. On va étudier deux sous-systèmes différents. Un qui est celui dans la phase liquide, qui va être un système homogène, qui a des caractéristiques qui sont les mêmes partout. Un autre sous-système qui va être la partie gazeuse. Et on va considérer que ce sont deux sous-systèmes qui peuvent échanger des particules. Les molécules pourront passer d'une phase à l'autre. Et ce qu'on va appeler l'état d'équilibre entre la vapeur et le liquide, ça va être le moment où les échanges de particules se font de la même manière dans les deux sens. Il y a autant de particules par unité de temps qui partent du liquide au gaz que de particules qui vont du gaz au liquide. C'est ce qu'on appellera l'équilibre. Donc pour ça, il faut s'intéresser à des systèmes dont le nombre de molécules est variable. Et il y a une notion très importante associée à ça, qu'on n'a pas encore vue, la notion de potentiel chimique. On a déjà vu auparavant que lors d'une transformation, l'énergie interne varie de la manière suivante.
égal à... Alors, j'ai écrit les résultats et puis je vous redonne la justification un petit peu après. TDS moins PDV. Ou, ce que j'ai écrit ici, en fait, c'est ni plus ni moins que le premier principe de la thermo. Puisque ça, c'est simplement delta Q pour une transformation qui serait réversible. Et ça, c'est le travail reçu. Et ça, vous vous rappelez que l'identification entre le travail et moins PDV, ça c'est un des premiers trucs qu'on a écrit dans ce cours. Et l'identification entre delta Q et TDS, ça c'est le second principe de la thermodynamique. Puisque ds est égal à delta Q sur T pour une transformation réversible. Donc, ce qu'on a écrit jusqu'à maintenant, c'était ça, que du c'est égal à TDS moins PDV. Si maintenant le nombre de particules peut varier, si j'ajoute une particule au système tout en gardant S constant et en gardant V constant, ça va quand même augmenter l'énergie interne. Quand on apporte une particule, on apporte de l'énergie interne avec ça. Et ça, ça se tient en compte par un nouveau terme ici, qui va être quelque chose de cette forme-là. Ça va être quelque chose fois dn, pardon. N, c'est le nombre de particules dans le système. Et le coefficient qui est ici, il y a quelque chose ici qui serait, ça c'est d rond U sur d rond N à T, pardon, à V, puis à S fixé. Ce truc-là ici, on l'appelle mu. Enfin, on le note mu et on l'appelle le potentiel chimique. Donc pour l'instant, c'est vraiment juste une définition. Ce qu'on va appeler potentiel chimique, c'est la quantité qu'il faut mettre ici devant le dn pour que tout ça, ça ait la dimension d'une énergie et que tout ça, ça représente l'apport d'énergie interne quand on élève le nombre de molécules dans le système de dn. Alors je vais vous demander là un petit calcul sur votre feuille. Vous allez montrer, vous allez calculer les variations des autres grandeurs liées à l'énergie interne qu'on a introduite, c'est-à-dire H, G, enfin F, commencer, et G. Commencez par montrer par exemple que DH c'est donné par TDS plus PDV plus VDD plus UDN. Donc démontrer à partir de ça, à partir de la variation d'énergie interne, que la variation d'enthalpie est donnée par ça, et calculer ensuite de la même façon les variations d'énergie libre et puis d'enthalpie libre. Et G c'est H en fait. Alors, pour démontrer ça, comme je le dis, il suffit de se rappeler la relation entre H et U. Je vais le rappeler ici. H c'est U plus PV. Donc DH, la variation élémentaire de H, c'est DU plus D de PV. D de PV c'est PDV plus VDP. Quand je remplace DU qui est ici par l'expression que j'ai écrite là, vous voyez que le PDV qui est ici s'élimine avec le moins PDV qui est là. Plus UDN, plus PDV, plus VDP. Ces deux termes-là se simplifient, il reste bien ce qui est marqué ici. Vous en faites pareil avec DG, DF et DG. Donc F, c'est U moins TS. L'énergie libre, on l'a introduite la dernière fois, je ne reviens pas sur la définition. Donc DU c'est égal à DF, pardon, c'est DU moins TDS moins SDT. Et si je remplace le DU qui est ici dans l'expression qui est là, qu'est-ce qui s'en va cette fois-ci? Le TDS. Et donc il reste simplement moins SDT, moins PDV, plus UDN. De la même façon, G c'est H moins TS. Si je remplace DH
de cette expression par celle qu'on a obtenue tout à l'heure. Les TDS sont vont encore, et il reste DG est égal à moins SDT plus VDP plus mu DN. Ça, je les encadre, c'est parce que c'est surtout à cause du... Alors la première pour la définition de mu, et les autres pour la démonstration, hein, ça c'est le genre de truc que je vous demande aussi de savoir faire. Quand on a plusieurs espèces qui peuvent être présentes dans le système, ici j'ai appelé N le nombre de molécules du système, donc j'ai fait comme s'il n'y avait qu'un seul type de molécules dans le système. Il peut arriver qu'un système soit constitué d'un mélange, et quand c'est le cas, dans le cas où le système contient plusieurs espèces, ça se généralise vraiment très simplement, parce qu'on a DU égale TDS moins PDV, et là, le terme en mu dn, on l'écrit plus somme de i égale 1 à grand N de mu i dni, c'est-à-dire que chaque, on appelle ni ici le nombre de moles de l'espèce i, grand N c'est le nombre d'espèces totales. Voilà, et on a un potentiel chimique, mu i, associé à chacune des espèces. Et de la même manière, on a toutes les autres grandeurs qu'on peut réécrire. Je vais simplement réécrire la dernière, parce qu'elle a un intérêt plus grand que les autres, comme on verra tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est pour le cas où on a plusieurs espèces. La généralisation est vraiment très simple. Et ce qu'on appelle mu i, c'est le potentiel chimique associé à l'espèce i. L'espèce. Bon. Alors là-dedans, l'enthalpie libre, G, elle joue un rôle vraiment particulier. Et ça, on va le voir en utilisant ce qu'on appelle l'identité de l'air. On va faire l'expérience de pensée suivante. Imaginons deux systèmes qui ont la même pression, la même température, et on va faire en sorte que le deuxième système, il contienne plus de particules que le premier. Il contient alpha fois plus de particules que le premier. Je l'écris. Le système S1 décrit par la pression P, la température T et le nombre de particules N. Je vais ici, dans un premier temps, considérer un système qui n'a qu'un seul type de molécule. Je ferai, comme tout à l'heure, la généralisation à plusieurs particules dans un deuxième temps. Donc pour l'instant, il y a un seul type de particules. Le premier système est décrit par la pression P, la température T, le nombre de particules N. Et le système S2, il est décrit par la même pression, la même température, et simplement il a alpha fois plus de particules. Le nombre de particules, c'est alpha. Monsieur, là, les deux systèmes, ils sont fermés. Et là, ce sont des systèmes qui peuvent être ouverts. Ce sont les mêmes. Ils peuvent échanger éventuellement de la matière avec l'extérieur. On va utiliser le fait que l'enthalpie libre, G, c'est une grandeur qui est extensive. Ça veut dire quoi, ça, que la grandeur est extensive? Ça veut dire que si j'ai 2 fois plus de particules, G va être 2 fois plus grand.
Donc le fait que G est une grandeur extensive, ça se traduit mathématiquement de manière extrêmement simple. Ça veut dire que G2 ici, l'enthalpie libre du système 2 est égale à alpha fois G1, simplement parce qu'elle a alpha fois plus de particules. C'est-à-dire, je le réécris de manière un tout petit peu différente. L'enthalpie, si on l'écrit en fonction des deux variables Tp et de N, G de T, de P et de alpha N, c'est égal à alpha fois G, T, P et N. Si je multiplie le nombre de particules par alpha, l'enthalpie libre G est elle-même multipliée par alpha libre. Ça paraît rien, mais ça va vraiment nous dire quelque chose de très important sur le potentiel chimique. Donc je m'arrête déjà ici, et si vous avez des questions sur ça, allez-y. Est-ce que ça marche pour les autres variables? Alors ça ne marchera pas pour les autres variables, c'est une bonne question. Si on essaye de faire le même raisonnement avec F, ce qu'on va dire pour ces deux systèmes-là, ou même pour U, U, comme on a dU qui est égal à TDS plus VDP moins PDV, les variables naturelles qui vont avec U, la manière simple de calculer U, c'est de l'exprimer en fonction de S et de V. U en fonction de S et de V, N, et de alpha N. Ça, ce n'est pas égal à U de S, à alpha SV N, parce que quand on ajoute des particules, quand on multiplie le nombre de particules par alpha, si on veut que ce soit le même système dans le même état général, ça va aussi modifier V et S, parce que ce sont aussi des grandeurs qui sont extensibles. Donc on ne peut pas, avec les autres variables, modifier celle-ci sans modifier les autres en fait. Donc celle-là, elle est vraiment très particulière, G, parce qu'elle dépend que des variables intensives qui décrivent le système. Vous pouvez regarder avec les deux autres aussi, avec F et H, c'est la même chose. Donc dans celle-ci, la seule grandeur qui est extensive là-dedans, c'est N ici. Donc quand je multiplie N par alpha, G multiplié par alpha. Et ça vous détermine complètement en fait la forme analytique de G en fonction de N. Parce que des fonctions de ce type-là, ça on dit qu'elle est linéaire dans la variable N. Ben ça veut dire que nécessairement, G de T, P et de N est égal à N fois une constante. Forcément. Si vous essayez avec n'importe quelle autre formule que ça, ben ça ne marchera pas. Si vous prenez n carré, de n, n'importe quelle fonction de n, ça ne marchera pas. G dépend linéairement de n. Et mieux que ça, hein, linéairement, il y aura encore, ça serait n fois une constante plus une autre constante. En fait, si vous mettez plus une autre constante ici, la propriété du dessus là, ne marche pas. Donc voilà, ça on dit, les matheux ils nous disent que ça c'est une fonction qui est homogène de degré 1 dans n. Ça vous parle, moi non. Donc G est égal à n fois une constante, donc c'est proportionnel au nombre de particules qui est ici. Or, on sait ce que vaut la constante qui est ici, parce que si vous vous rappelez ce qu'on a écrit tout à l'heure, on a écrit tout à l'heure que dg c'était moins s dt plus VDP plus mu dn. D'une part. Et d'autre part, si on écrit dg ici, ça veut dire que dg c'est égal à constante fois dn. Donc ça veut dire que la constante qui est ici, c'est mu. Dit autrement, quand on écrit dg de cette manière-là, le mu qui est ici, c'est d rond g sur d rond n à t et à p fixé. En effet, on peut écrire si g est une fonction d'état, g c'est d rond g sur d rond t dt, plus d rond g sur d rond p dp, plus d rond g sur d rond n dn. Ça, c'est AP et n constant.
ça c'est à T et N constant, et ça c'est à P et T constant. Donc par identification, en écrivant ça, ça vous dit plusieurs choses. Hein. Ça vous dit que, je vais toutes les écrire, les relations, on les fait une fois. Donc quand on identifie ça et puis ça vous dit que moins S est égal à d rond G sur d rond T à P et à N fixé. Ça vous dit aussi que le volume est égal à d rond G sur d rond P à T et à N. Ça, gardez-la en tête, on va s'en servir de ça. J'encadre. Et enfin, ça vous dit aussi que nu est égal à d rond G sur d rond N à P et à T fixé. Voilà. Donc si je prends cette expression-là et que je dérive par rapport à N, eh ben, on obtient la constante qui est ici. Donc la constante ici, c'est nécessairement le potentiel chimique. Et donc on obtient la relation suivante, c'est ça qu'on appelle l'identité de l'air, G est égal à N fois mu. Quand on a plusieurs variables, quand on a plusieurs constituants dans le système, la généralisation de ça, c'est que G est égal à somme sur I de mu I NI. Vous voyez qu'elle est simple cette relation. G, donc l'enthalpie libre G, c'est une fonction d'état qui est particulièrement intéressante parce qu'elle a une expression simple en fonction du potentiel chimique. Monsieur, oui. Je n'ai pas compris comment vous passez de ce que vous avez expliqué en couleur. D'accord. Alors, pour le reprendre, je vais peut-être enlever cette ligne-là parce que j'avais dit deux choses différentes. Je reprends ce que j'ai écrit ici. Ça, c'est ce qu'on a écrit tout à l'heure. Ça va? Ouais, c'est ça. C'est celle-là qui ne te va pas? Ouais. Donc ça, c'est pour toute fonction. Hein, quand on a une fonction f de plusieurs variables x et y, par exemple, df, la différentielle df, c'est d rond f sur d rond x dx plus d rond f sur d rond y dy. Pas plus les termes croisés, non. C'est vraiment ça la différentielle. Si tu veux savoir comment est-ce que f varie quand tu fais varier x de dx et y de dy, c'est vraiment donné par ça. Et là, j'ai simplement ajouté les trois variables pour qu'on se retrouve avec trois termes. Mais vous remplacez f par la dérivée de chez. S par exemple, vous dites que c'est la dérivée de. D'accord. Là, tu parles de ça maintenant. Ouais. Oui. Donc, j'ai écrit ça qui vient tout à l'heure. J'ai écrit ça qui est une propriété mathématique. Et j'ai identifié ces deux choses-là. On a ici. Ça, c'est ce terme-là, c'est celui qui est endetté. Ça, c'est ce terme-là. Et ça, c'est ce terme-là. Oui, donc encore une fois, la relation qui est ici, le fait que le volume, ça soit la dérivée de G par rapport à P, ça interviendra tout à l'heure ou cet après-midi dans quelque chose qu'on va faire. Ok, ça on s'en fout. Il y a un peu plus de choses dans les notes, il y aura un peu plus de choses dans les notes que ce que je vous dis, mais là, je vais quand même me concentrer sur l'essentiel. Alors maintenant, penchons-nous vraiment sur ce qui se passe quand on a un système qui peut être constitué de plusieurs corps, ou qui peut être un corps qui peut être sous plusieurs phases. Intéressons-nous à une évolution d'un système. Imaginez qu'on mette ensemble deux sous-systèmes qui sont à des potentiels chimiques différents, par exemple. Vous vous rappelez que pour des transformations à pression
et à température constante. Ah, est-ce que vous vous en rappelez de ça? Si on a des transformations à pression et à température constante, quelle est l'expression qui nous dit comment le système va évoluer au cours du temps? Vous rappelez que l'évolution d'un système, hein, c'est donné par le second principe. On avait vu que pour un système isolé, on va peut-être commencer par là, pour un système isolé, qu'est-ce qui dicte l'évolution d'un système isolé? Oui. Voilà. Delta S est forcément positif, ou nul, mais voilà, ça peut pas être négatif, pour un système isolé. Là, ce n'est pas un système isolé, il peut recevoir du travail, parce que son volume peut changer, mais la pression est constante, et il peut échanger avec un thermostat, mais la température constante. Quelle est la variable d'état ici qui va nous dire quelque chose sur l'évolution du système? C'est ce qu'on a fait à la fin du dernier cours. Oui, vas-y. Oui, c'est G. Qu'est-ce qu'il a, G? Si c'est positif ou... Alors lui, il peut être que négatif, hein, avec les... à part S, quand on a l'évolution de F, de G ou de H, en fait, c'est négatif. Donc ça, c'est ce que dit le second principe. La variation d'enthalpie libre du système est nécessairement négative. Si on a une transformation élémentaire, on écrira dg inférieur ou égal à 0. Bon. Imaginons qu'on ait un système constitué de deux sous-systèmes. Et là, je vais l'écrire de manière plus précise qu'on a un système constitué de deux sous-systèmes ouverts. Ça vous semble possible, ça? Il semble possible qu'un système fermé puisse être constitué de deux sous-systèmes ouverts? Bah, s'ils échangent tout le temps la même quantité, c'est tout. Alors, s'ils échangent entre eux, en fait. Hein. Ouais. Voilà. On a un truc fermé ici. Par exemple, le sous-système 1, ça va être celui qui est là, le sous-système 2, c'est celui qui est là, et puis on peut imaginer que les deux sous-systèmes peuvent échanger l'un avec l'autre des particules. Donc, c'est deux sous-systèmes ouverts. Si on est dans cette situation-là, le nombre de particules totales est égal à N1 plus N2. N1 sera le nombre de particules, le nombre de moles dans le système 1, N2 dans le système 2. Ça, c'est constant. Bon. Or, on va mettre tout ça ensemble. dg est négatif. G est donné par l'expression qui est au-dessus là. Pour un système à deux particules, G est donné par N1 mu1. C'est 2 mu2. S'il y a deux types de particules dans le système, ou s'il y a ces deux sous-systèmes ouverts, G est donné par cette expression-là. Donc dg est donné par mu1 dn1 plus mu2 dn2. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a écrit tout à l'heure. Or, et c'est ici qu'intervient le fait que le système global soit fermé, si toutes les particules qui viennent du système 1 vont dans le système 2, dn1 est égal à moins dn2. Ce qui disparaît dans l'un apparaît dans l'autre. C'est-à-dire que si je prends la différentielle de l'expression qui est ici, dn est égal à 0, et 0 est égal à dn1 plus dn2. Donc les deux sont opposés l'un à l'autre. Donc si je reporte ça dans l'expression du dessus, ça dit que dg est égal à mu1 moins mu2 dn1. Ça, je l'encadre. On va discuter cette expression-là. Ça, c'est forcément négatif. Ça vous dit quelque chose, ça, sur la manière dont le système évolue spontanément, dans la manière dont se répartissent les molécules entre le système 1 et le système 2. Parce que, imaginez qu'on soit dans la situation où mu1 est plus grand que mu2. Quel va être le signe de dn1? Donc, dans ce cas-là, les molécules vont du système 1 vers le système 2.
Inversement, si mu1 plus petit que mu2, alors dn2 dn1 est positif, pour que cette grandeur-là soit négative. Et donc ce coup-ci, les molécules vont de 2 vers 1. Donc dans les deux cas, les molécules vont du sous-système qui a le potentiel chimique le plus élevé vers celui qui a le potentiel chimique le moins élevé. Donc, les molécules vont vers le système de plus petit potentiel chimique. Ça vous explique pourquoi on appelle ça un potentiel. On a déjà évoqué la notion de potentiel la dernière fois. Ça évoque en mécanique le fait que quand on a un système mécanique, il tend, les forces en fait l'emmènent vers les régions de potentiel le plus faible. Là c'est un petit peu pareil. Mu, il y a cette idée-là. La quantité mu nous dit que les molécules vont aller vers le système qui a le mu le plus faible. Donc c'est vraiment un potentiel dans le même sens que celui qu'on donne en mécanique. Monsieur, ça représente quoi concrètement un système qui a un potentiel plus élevé qu'un autre? Alors ça, on va le voir aussi un petit peu plus tard. On verra tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire effectivement qu'un système peut avoir un potentiel chimique plus élevé qu'un autre? C'est pas une notion qui est forcément très intuitive, le potentiel chimique. On ne le rencontre pas dans la vie courante, ou du moins on ne le voit pas. Donc, dans un sens, c'est quelque chose qui est assez analogue à la température. La température, si on n'avait pas de thermomètre autour de nous, c'est pas non plus une notion qui est forcément très évidente, enfin très intuitive en tout cas. Et on peut dire la même chose là, si j'avais remplacé mu par T et puis molécule par chaleur ou énergie, ça aurait été la même chose. La température, c'est une sorte de potentiel aussi qui nous dit dans quel sens se font les échanges de chaleur. La chaleur va du chaud vers le froid, nécessairement, pour un système isolé. Ici, pour un système qui est à pression et à température constante, c'est le potentiel chimique qui dicte le sens des échanges de matière entre les deux sous-systèmes. Donc ça veut dire que si on met ensemble deux sous-systèmes qui n'ont pas le même potentiel chimique, il ne peut pas être à l'équilibre. Puisque si les deux potentiels chimiques ne sont pas égaux, il y en a forcément un qui est plus grand que l'autre, et on va être dans une de ces situations-là, et les molécules vont migrer vers le sous-système qui a le plus faible potentiel chimique. Donc ça, c'est une conséquence importante. C'est qu'à l'équilibre, si on veut que le système soit à l'équilibre thermodynamique, le potentiel chimique des sous-systèmes doivent être égaux. Donc, à l'équilibre, la pression, la température et le potentiel chimique sont homogènes dans le système, c'est-à-dire qu'ils ont la même valeur partout. Donc ça, c'est quelque chose qu'on savait déjà. On avait déjà vu qu'à l'équilibre, les pressions s'équilibrent, ça c'est ce qu'on appelle l'équilibre mécanique. Les températures s'équilibrent aussi, ça c'est l'équilibre thermique. Et en plus, les potentiels chimiques doivent aussi s'équilibrer entre les différents sous-systèmes. Sinon, encore une fois, les particules ont tendance à se déplacer d'un système vers un autre et à changer l'état du système. Donc ça, c'est important dans le cadre de ce qu'on est en train de dire ici, parce que quand on va parler de transition de phase, on sera exactement, dans le cas que je suis en train de dire ici, d'un système constitué de différentes sous-parties. Application à ce
ce qu'on est en train de voir ici. Imaginez qu'on est dans un récipient, ici, du liquide et de la vapeur. De l'eau, par exemple. On est capable de calculer le potentiel chimique du liquide qui est ici. En fonction de le potentiel chimique du liquide. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc là, je vous ai dit que c'était quelque chose d'abstrait, mais on peut quand même le calculer. Puisque je vous ai dit que mu, je vous ai écrit tout à l'heure que G est égal à N fois mu. Donc ça veut dire que mu est égal à G sur N. Donc là, ce qu'on est par terre, hein, voilà. Or, ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est finalement l'enthalpie libre molaire. Si je divise l'enthalpie par nombre de moles, ça, je peux l'appeler petit g. Et donc, le potentiel chimique, c'est l'enthalpie libre molaire. Je le braille comme si c'était Alléluia et que, on a tout compris. Non, mais vous allez voir que du coup, ça permet de calculer. Parce que l'enthalpie libre, c'est quelque chose qu'on sait calculer, effectivement, et qu'on sait mesurer aussi hein, pour un liquide. On a vu par exemple précédemment dans le cours que quand on a une transformation, quand on a juste un liquide et qu'on fait une transformation en lui apportant de la quantité de chaleur, on a vu qu'à pression et à température donnée, le delta G est égal à la quantité de chaleur Q qu'on apporte au liquide. Quand on apporte une quantité de chaleur Q à un système, à pression et à température constante, Q est égal à delta G. Bon. Donc ça veut dire que ça donne un moyen vraiment de mesurer l'enthalpie libre des corps. On part dans un état donné et on regarde la quantité de chaleur qu'il faut pour le faire passer dans un nouvel état. Et ça, donc ça s'appelle la calorimétrie, hein, ça fait partie de la calorimétrie. Donc en apportant différentes quantités de chaleur à un liquide d'un côté, là, on arrive à finalement mesurer l'enthalpie libre du liquide en fonction de sa pression et de sa température. Et donc, si on divise ça par le nombre de moles, on arrive à mesurer mu, l'enthalpie libre molaire, donc le potentiel chimique. Donc ça, c'est des choses qui sont tabulées. Vous avez des tables qui donnent des enthalpies libres molaires de l'eau liquide. Vous avez aussi des tables qui vous donnent l'enthalpie libre molaire de la vapeur. On fait exactement de la même façon. Cette fois-ci, on prend de la vapeur, juste de la vapeur. On lui apporte différentes quantités de chaleur à pression et à température constante. On regarde comment le système évolue et on en déduit, on peut déduire des tables de G. Donc ça, c'est quelque chose qui est tabulé. Ça, c'est aussi quelque chose qui est tabulé. Et ça, on peut l'avoir en fonction de la température et de la pression, par exemple. Et on peut savoir, du coup, assez facilement, si je mets un liquide avec une certaine température et une certaine pression en équilibre avec de la vapeur, est-ce que l'équilibre va être atteint ou pas? Il suffit de voir si les deux valeurs ici du potentiel chimique sont égales. L'application, je reprends juste en enlevant un petit peu toutes les parenthèses que j'ai faites. Quand on met ensemble du liquide et de la vapeur, le fait que les potentiels chimiques de la vapeur et du liquide doivent être égales à l'équilibre, ça va nous donner, c'est une condition sur l'équilibre qui est ici. On va voir en particulier que c'est ça qui permet de dire que la température, elle est constante au cours d'une transition de phase. Ou que la pression est constante, ça dépend de la grandeur à laquelle on s'intéresse. On verra un petit peu plus en détail après. Mais retenez donc qu'à l'équilibre, le potentiel chimique, c'est une variable qui est, alors elle est intensive, ça je ne l'ai pas dit, mais je peux le dire ici. Hein. Mu, c'est le rapport entre une variable extensive et une autre variable extensive. Donc c'est une variable qui est intensive. Et donc on a trois variables intensives qui sont égales à l'équilibre, c'est la pression, la température et le potentiel chimique. Si on a plusieurs espèces avec plusieurs potentiels chimiques mu i, dans ce cas-là, c'est tous les mu i qui sont égaux entre eux. D'accord ? Alors ça, c'est peut-être un petit peu abstrait. Là, j'ai pas de numéro de page, c'est super pas mal. Ok, on s'en fout. Quelque chose de... On va revenir maintenant vraiment aux
au changement d'état de façon plus concrète, avec des choses que vous avez déjà vues aussi. 1.4, variance et règles des phases. Donc là, je développe ce que je viens de dire sur le fait que lors d'une transition de phase, la température va être constante, par exemple. Ça va venir de ce qu'on va faire là maintenant tout de suite sur la règle des phases. Considérons un système, je vais faire ici, constitué de NC constituants. Donc NC, ça va être un nombre entier, ça peut être 1, si on a juste un seul type de molécule, 2, 3, 4, autant que vous voulez. NC, c'est le nombre de constituants qui sont présents sous NP phases différentes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir, par exemple, du liquide ici, tiens, un autre liquide qui ne sont pas miscibles, et ici de la vapeur. Voilà. Par exemple, ici, on aurait différents corps qui sont présents sous différentes phases. Ici, ça serait 3 phases. Dans le cas que j'ai dessiné ici, on aurait le nombre de, si c'était juste de l'eau, le nombre de constituants valait 1 et le nombre de phases ici valait 2. On va faire un décompte vraiment tout bête du nombre de degrés de liberté, c'est-à-dire du nombre de variables indépendantes qui permettent de décrire ce système. Chaque constituant est décrit par quelle variable? Il est décrit par la température, la pression et son potentiel chimique. Donc le I. Donc combien est-ce qu'on a en tout de variables dans le système qui est ici, en fonction de NC et de NP. Bah, réfléchissez-y, tiens, 2 minutes. Combien est-ce qu'on a en tout de variables si on a NC constituant dans NP phase? Alors, je vais peut-être vous le... Non, je vais s'en ficher. Alors, une manière peut-être de simplifier un peu la question ici, c'est qu'on introduit souvent ce qu'on appelle la fraction molaire. Qui est xi, qui est donné par ni sur n. C'est-à-dire en fait c'est la proportion de particules la proportion que l'espèce i constitue dans le milieu. Proportion des constituants est composé de i. Alors, si on veut décrire, alors je vais peut-être m'appuyer quand même sur un exemple parce que j'ai l'impression que ça peut être éventuellement trop abstrait ici. Imaginez qu'on ait le liquide
et la vapeur. Ici. Et qu'on ait, qu'on ait deux composants, des trucs qui se mélangent, de l'alcool et de l'eau, par exemple. Ça se mélange bien. Alcool et eau. Les différentes composantes qu'on a là-dedans, l'alcool et l'eau, il y en a ici et il y en a là. Donc si on veut décrire le système, par exemple si on veut décrire la vapeur qui est ici, on va avoir comme variable le volume de vapeur, par exemple, total, la pression ou qu'est-ce qu'on peut avoir ici, la température, par exemple, la température de la vapeur. On peut avoir la fraction molaire d'alcool, la fraction molaire d'eau. Si je vous donne ces variables-là dans la vapeur, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la vapeur. Dans le liquide, le volume de liquide, la température du liquide, le X d'alcool dans le liquide et le X d'eau dans le liquide. Ça va, ça? Donc, attention, le point ici que je veux faire remarquer avec juste l'exemple pratique qui est là, c'est le fait que la fraction molaire des différents constituants d'alcool et d'eau n'est pas nécessairement la même dans les deux phases ici. Donc vous vous retrouvez ici avec 4 variables différentes qui décrivent la composition du système. Est-ce qu'elles sont indépendantes, ces variables? Non, elles ne le sont pas. Pourquoi? Parce que la somme, les X, les fractions molaires, elles dépendent de... Oui, il y a un truc sur les X, ouais, effectivement. Si je vous dis j'ai 10% d'alcool dans la vapeur. Bon, on peut savoir combien il y a de pourcents de... Oui, il y en a combien? 90. 90, donc effectivement. La somme ici de ces deux trucs-là, ça vaut 1, puisque ça c'est des proportions. Donc, parmi ces variables-là, en fait ici il n'y en a que deux, il n'y en a qu'une qui est indépendante, et là il n'y en a qu'une aussi. On n'a pas 4, on a 4 variables, mais on en a seulement 2 qui sont indépendantes. Question. Si on avait un autre corps en plus, de l'alcool, de l'eau et puis du sirop de menthe, non, un truc qui se met en vapeur, du benzène. N'essayez pas chez vous et ne buvez pas si vous le faites. Donc, de l'alcool, de l'eau et du benzène. Qu'est-ce que ça aurait changé ici? J'aurais ajouté X benzène dans le liquide. Et ici, X benzène. C'est la vapeur là? Oui, c'était la vapeur là-haut, mais rien dit. Bah ouais. Ici, c'est vapeur. D'accord, c'est ça qui vous, ça vous embêtait? D'accord, donc je reprends ici. Tout à l'heure, on avait effectivement 4 variables qui étaient les proportions dans la vapeur et les proportions dans le liquide. Si on rajoute ici un corps, il y a combien de variables indépendantes en tout? Encore 2? Non, il y en a une. 3. Non, c'est 4. Alors, les 4. Oui, 4, effectivement. On en a ici 2, parce que ces 3-là sont reliés par une relation. Donc il n'y en a que 2 qui sont indépendantes. Ici, il y en a 2 aussi, donc ça fait effectivement 4 variables indépendantes. Si maintenant j'en rajoute et que je mets NC constituants, avec 2 phases ici, combien de variables indépendantes? Ici, il y en aurait combien sur la première ligne? S'il y a NC composants en tout, il y en a combien qui sont indépendantes? NC-1, effectivement. Et si on a N phi phase, ici on a 2 phases, donc c'était x2. Si on a NP phase, c'est NP fois NC-1,
variables indépendantes. Alors, je mets indépendantes entre guillemets, là c'est juste du point de vue de leur description. Et alors il faut faire attention parce que là dans ce que je viens de faire j'ai quand même zappé quelque chose. Enfin là pour l'instant je vous parle de celles qui sont sous l'accolade. Il y a aussi celle-ci comme variable. Il y a les températures ici et les volumes. On aurait aussi d'ailleurs pu mettre la pression ici. Or, quand on est à l'équilibre, vous savez que les températures sont égales et les pressions sont égales dans le système. Donc en fait, la température ici, c'est la même que celle-là. Si on a NP phase, on aura la même température partout. Donc la température, ça ajoute une variable indépendante à ça. Et ici, si on a mis les pressions, toutes les pressions sont égales, donc on a aussi une seule variable qui s'ajoute. Donc, en plus de ces variables-là qui décrivent la composition, vraiment la composition en termes de pourcentage de chacun des corps, on a ce bout-là aussi qui ajoute deux variables. Donc, on en a tout 2 plus NP fois NC-1. Donc, ces deux-là, je le répète, c'est la pression et la température. Et monsieur, le volume. Le volume, alors là, je viens de le dire avec la pression. Une fois qu'on connaît la pression et la température, on connaît le volume. Donc une fois qu'on connaît la pression et la température du tout, on connaît les volumes individuels. Alors, j'ai écrit ici indépendante avec des guillemets, parce que c'est là qu'intervient ce qu'on vient de faire juste avant. Je vous ai dit que quand on a un équilibre comme ça, on a aussi quelque chose qui est une autre contrainte en plus, c'est le fait que les potentiels chimiques sont égaux. Donc on a entre toutes ces variables-là des relations qui sont dues au fait que les potentiels chimiques doivent être égaux. Dans le cas que j'ai écrit ici, où on avait que de l'alcool et de l'eau, par exemple, on aurait pour l'eau mu liquide est égal à mu vapeur. Je vais noter ici O en haut. Pour l'alcool, on a aussi l'égalité des potentiels chimiques dans les différentes phases. Et pour le benzène, pareil. Ici, on aurait donc 3 relations qui donnent des contraintes sur les variables indépendantes qui sont ici. Donc parmi, elles ne sont pas toutes indépendantes, on aurait ce nombre-là, moins 3. Si on voulait calculer le nombre vraiment de variables qui sont complètement indépendantes. De manière générale, ici, il y a combien de relations de ce type-là? Là, il y en a une. Si on a NP phase, il y en aurait combien ici des relations? Si par exemple, donc ici on a 2 phases, on a une relation. Si on avait 3 phases, on aurait combien de relations? Il y en aurait 3, mais il y en aurait 2, il y en aurait une qui découlerait des autres. On aurait mu liquide égale mu vapeur, et puis si on a solide par exemple. On aurait aussi mu vapeur égale mu solide. Et ça implique que mu liquide égale mu solide. Mais ça fait que deux relations. Ça. De manière générale, quand on a NP phase, on a NP moins 1 relation de ce type-là. Donc ça c'est NP moins 1. Et comme on a NC constituant, tout ça, ça fait NP-1 fois NC, relation entre les différents potentiels chimiques. Donc, si on fait le bilan de tout ça, on a ce nombre-là de variables moins ce nombre-là de relations entre les variables. Ça veut dire que le nombre de variables réellement indépendantes vaut, donc notre grand V, c'est ce qu'on va appeler la variance, je vais y revenir après, de
plus NP, NC moins NP, ça c'est le truc en bleu qui est là-bas, moins ça, moins NP, NC, plus NC. Ça, c'est ça. Et vous voyez que là-dedans, ce terme-là se simplifie avec celui-là, et on se retrouve avec une expression très simple qui est NC moins NP plus 2. Ça s'appelle la variance. Alors vous reprendrez la démonstration calmement. Ce qui m'intéresse plus ici, c'est vraiment de voir ce que ça donne ça dans différents cas, dans des cas particuliers. Donc c'est juste un comptage, hein. Refaites-le calmement, faites-le à la limite, refaites-le avec 3 corps et puis 2 phases, et puis ensuite avec 2 corps et 3 phases, et vous verrez qu'effectivement c'est ça le nombre total de variables indépendantes. Appliquons ça à un cas que vous connaissez très bien, le cas avec lequel on a fait toute la thermo depuis le début. Quand on a commencé la thermo ensemble, qu'on a fait des cycles et tout ça là, que valaient les différentes grandeurs? C'était quoi le nombre de constituants? Donc exemple, par exemple, un gaz. Enfin, un système... un gaz, un système composé d'un type de particules. De molécules. On avait, dans tout ce qu'on a fait maintenant, on avait un seul type de particule. On a écrit PV égale nRT. Le N, c'était le nombre de moles du système qu'il y avait dans le système. Donc on avait, pour l'instant, fait ça avec NC est égal à 1. Quand on étudie un gaz, je vous ai dit, bah, c'est un gaz parfait ou pas, mais c'est un gaz. Le nombre de phases, du coup, valait combien? 1. Que vous avez 2. La variance est 2. On dit que le système est divariant. C'est une manière un peu compliquée de dire quelque chose de simple qu'on a déjà vu et qu'on a déjà utilisé. C'est qu'on a seulement 2 variables qui sont indépendantes. Une fois qu'on en connaît 2, on peut connaître la troisième. On a une relation d'état qui donne la troisième variable en fonction des 2 autres. Par exemple, la pression en fonction de VT, ou le volume en fonction de PT. Mais on n'en a que 2 des variables indépendantes là-dedans. Donc c'est par exemple la pression et la température. Ou bien P et V. Ou T et V, mais peu importe. Donc ça, là, ça vous dit qu'il y a une équation d'état entre les 3 variables, pression, température et volume. C'est ça que ça vous dit. Hein. On choisit... donc il y a 3 variables assez naturelles pour décrire un gaz, qui sont le volume qu'il occupe, sa pression et sa température. Ben voilà, la règle des phases qui est ici, celle que j'ai encadrée là, qui vous donne la variance, ça vous dit que nécessairement, ces 3 quantités sont reliées entre elles. Maintenant, imaginez que ce système, composé d'un type de molécules, NC égale 1, puisse se trouver sous 2 phases différentes. Il peut, par exemple, on fait subir une transformation, et il peut apparaître, si c'est un gaz, paf, il peut apparaître des gouttes de liquide. NP est égal à combien du coup? S'il peut être sous forme gazeuse et sous forme liquide, 2. Si NP égale 2, on met ça dans le calcul qui est là-bas, dans l'expression qui est là, V égale 1, le système est monovariant. Donc ici, c'est vraiment important, ça vous dit qu'il y a une variable d'état en moins que vous pouvez faire varier de manière indépendante. C'est-à-dire, si vous fixez P, la pression, bah, tout le reste est fixé. La température et le nombre de particules dans chacune des phases ici.
Je vais les écrire ici, quelles sont les quantités ici, quand NP égale 2. Les quantités qui interviennent ici, c'est la pression totale, la température, et puis c'est X dans une des phases. Tout à l'heure on avait noté X1 et X2, je note X1, le X dans la phase numéro 1. Et bien, ces trois variables ici sont liées les unes aux autres. Et ça vous dit par exemple que si vous vous autorisez à faire varier X1, donc si vous êtes vous avez un système dans lequel vous avez à la fois de la vapeur et du gaz, et que vous apportez de la chaleur, par exemple, pour qu'une certaine quantité de liquide se vaporise. Donc vous avez du liquide et de la vapeur, et vous faites vaporiser une certaine quantité de liquide. Ça veut dire que ça va changer, ça, la fraction molaire d'une des phases. Par exemple, si ça représente la fraction molaire du liquide, vous êtes en train d'apporter de la chaleur et de faire varier X1. Le système étant monovariant, ça veut dire que les autres, elles, ne bougent pas. Elles sont constantes. Le fait que le système soit monovariant, ça veut dire qu'au cours d'une transformation dans laquelle cette variable-là est modifiée, les autres ne le sont pas, parce qu'il n'y en a qu'une seule qui peut varier. D'accord ? Donc ça vous dit qu'au cours d'un changement de phase, à pression constante, ben, la température est aussi constante. L'inverse serait vrai aussi, à température constante, on serait à pression, la température deviendrait constante aussi. En fait, les deux le sont. Le changement de phase se fait à température et à pression constante. Enfin, si maintenant on considère toujours un constituant, mais qui peut être sous trois phases, ça commence à être chaud là. Si on a trois phases, ça fait combien là? Ça fait 0. V égale 0. Le système est 0 variant. Donc il y a un seul état qui... Oui. En fait, si vous voulez réaliser cet état, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez rien faire varier. La température est forcément une valeur donnée, la pression aussi. Ça se dit vraiment 0 variant? Oui. C'est pas juste moi, c'est effectivement un peu plus utilisé. On peut dire un variant. Alors un variant, on pourrait, mais ça a pas mal de sens différents. Un variant à la fois en physique et en maths, donc on évite. Et donc ça veut dire que quand on a trois phases qui sont pour un corpure, c'est-à-dire NC égale 1, on a juste un seul type de molécule. Quand il y a les trois phases qui coexistent, par exemple solide, liquide et vapeur, ben la température et la pression sont fixées à une valeur donnée. Pour l'eau, par exemple. Alors d'abord, je vais peut-être donner le nom. Hein. Ça s'appelle. Vous savez comment ça s'appelle ce point? Le point triple. On a un point triple avec la coexistence de solide, liquide, vapeur. Et par exemple pour l'eau, la température du point triple, ça vaut 273,16 Kelvin. Et la pression du point triple, c'est 6, 10.3, c'est 611 atmosphères, 611 pascal. Ça a une importance vraiment très grande en métrologie. Parce que ça vous permet, à cause de ce phénomène-là qui se fait qu'à une pression et une température donnée, ça vous permet, par exemple, de définir la température de manière précise. Je vous rappelle, quand on a parlé au début du cours de comment est-ce qu'on définissait la température, on avait besoin d'un phénomène qui se fait à une température donnée. Et on prenait par exemple l'ébullition de l'eau ou la fusion de l'eau. Voilà, la fusion de l'eau se fait à 0 degré. Et ça, on peut le prendre comme référence de température. Il y a un problème avec ça. Si on prend cette référence de température, elle dépend de la pression. Si vous êtes à une autre pression, le point de fusion de la glace change.
Donc votre point, ce que vous appelez la température 0, va dépendre de la pression. Donc on ne veut pas ça. Par contre, ça ne dépend pas de la pression du tout, ça ne dépend de rien. Cette température-là, c'est une constante physique. Donc si vous voulez faire un thermomètre qui se base sur une température fixe, vous prenez le point triple d'un corps. Et de fait, ça, c'est la définition moderne de la température est basée sur ce point-là. Le zéro de l'échelle Kelvin, enfin le zéro, l'échelle Kelvin est définie avec en référence à cette température-là, qui est la température du point triple de l'eau, qui est quelque chose qu'on mesure, enfin, on peut réaliser facilement cet état-là. Juste une remarque, c'est pas du tout quelque chose qu'on rencontre dans les conditions ordinaires. Hein. La pression qui est là, elle est beaucoup plus faible que la pression ordinaire. C'est 6 millièmes de la pression ordinaire. Donc c'est en laboratoire, hein. Il faut faire ça, faire du vide. La température, elle, par contre, elle n'est pas très loin de la température ambiante, donc ça, c'est pas très difficile à réaliser. Et donc voilà, on peut réaliser ce point triple de manière pratique en laboratoire.